Attention, et j'ouvre les débats en passant la parole à Kevin Faure. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Tout d'abord, je tiens à saluer l'arrivée de Tristan Fauveau, notre nouveau collègue conseiller départemental du Finistère. Je sais pouvoir compter sur son expérience brestoise et sa pugnacité pour contribuer au combat que nous portons dans cette salle depuis 2021. Je lui souhaite chaleureusement la bienvenue dans cette salle et sur les rangs de Finistère et Solidaire, et je l'accompagnerai avec bienveillance dans la découverte des politiques départementales. Alors que les désordres géopolitiques s'intensifient, que les crises mondiales, environnementales et sociales se durcissent, notre pays a pu connaître une vraie bouffée d'oxygène cet été avec les Jeux olympiques et paralympiques. Moment de ferveur et d'une fraternité, hélas, aussi intense que rare, notre pays a rayonné de la première note de la cérémonie d'ouverture à l'extinction de la flamme lors des dernières cérémonies de clôture. Et j'ai une pensée fraternelle et des remerciements appuyés auprès des 30 athlètes finistériens qui ont participé aux épreuves dans des sites grandioses et adaptés pour l'occasion. Ma collègue Jacqueline Héré y reviendra tout à l'heure sur le rôle du sport dans notre société. Cette bouffée d'oxygène est-elle consommée? Hélas, la rentrée politique, tant gouvernementale que parlementaire, a remis les Français dans un quotidien incertain. Car si l'institution olympique demeure renforcée et rayonnante après Paris 2024, il n'en est pas de même pour les institutions françaises braquées par un macronisme indéboulonnable. Ces enjeux ne concernent pas uniquement un cercle restreint de partis politiques. Ils sont au cœur des préoccupations des Finistériens qui attendent de nous des positions claires. Alors qu'aujourd'hui se déroule la journée mondiale du refus de la misère, c'est l'occasion aussi de penser à celles et ceux qui souffrent, à celles et ceux qui basculent chaque jour dans la précarité et nécessitent une plus grande preuve de solidarité nationale. En faisant 60 milliards d'euros d'économies, dont 5 milliards sur le dos des collectivités dans le projet de loi de finances, c'est bien là une curieuse idée pour soutenir celles qui ont été les premières appelées pour gérer localement la crise Covid et les urgences sociales, nos villes, nos départements et nos régions. Une ligne de front s'installe entre Bercy et la province, ou les territoires, selon les termes désormais consacrés. Tout cela montre beaucoup d'incohérences, tant au niveau national qu'au niveau départemental, comme on peut le constater dans l'action de l'Alliance pour le Finistère. Première incohérence politique d'abord. Au sein de la droite départementale, on ne sait plus qui soutient Michel Barnier et qui, comme vous, critique déjà ses choix budgétaires. Votre vice-présidente, Monsieur le Président, Véronique Bourbigo, a déclaré mardi à Brest qu'elle soutenait Michel Barnier dans sa recherche de solutions, malgré ce budget irresponsable, et proposait même de réinventer les fameux contrats de Cahors. Mais aujourd'hui, à Quimper, est-ce toujours le cas? Soutien à Michel Barnier ou alignement avec la majorité départementale? Sérieusement, voulez-vous réinstaller une nouvelle version des contrats de Cahors qui ont étranglé les collectivités locales avant le Covid? Deuxième incohérence. Critiquer l'État pour malhonnêteté, comme vous l'avez fait récemment, quand on l'est soi-même. Honnêtement, je suis à deux doigts de proposer de renommer le boulevard Duplex entre la maison du département et la préfecture en boulevard de la malhonnêteté et du mensonge. Qui de vous ou de l'État remporterait la médaille d'or dans ce domaine? Prenons par exemple la vidéo de l'inauguration du centre de formation du SDIS à Saint-Ségal, où vous affirmez que c'est après les incendies des Monts d'Arrée que vous avez décidé de le financer. Or, cette décision date bien d'avant votre élection et avant les incendies de 2022. Autre exemple, vous avez annoncé une aide exceptionnelle d'1 million d'euros à Don Bosco, mais en réalité, c'était une somme qui était déjà due à Don Bosco. Encore une incohérence de l'État qui annonce la prime Ségur pour tous, sans débloquer 1 euro pour les collectivités. Vous avez d'ailleurs qualifié Catherine Vautrin, puisque c'est elle que vous évoquez sur la signature du décret lors des élections législatives. Catherine Vautrin, ex-ministre de la Santé, et votre amie, comme vous l'avez qualifié il y a 2 semaines au Carrefour des Communes à Brest. Curieuse notion de l'amitié quand on se fait ainsi maltraiter. Personnellement, quand je décide d'acheter quelque chose dans un magasin, je paye en sortant. Mais l'État, lui, semble l'oublier. Incohérence également de votre part. Vous dénoncez la situation budgétaire du département
contraint par les finances publiques nationales, annonçant devoir réduire les politiques publiques, tout en annonçant financer la lutte contre le trafic de drogue, les polices municipales, l'allocation d'un hélicoptère ou encore l'allocation d'une demi-voile de bateau pour le Vendée Globe. Ces sujets sont importants, mais le rôle et l'effet levier du département est en la matière à questionner, car cela mobilise des millions d'euros et accentue la crise budgétaire. On me tire dans le pied droit et je me tire dans le pied gauche. Difficile d'avancer, Monsieur le Président. Et puis sur l'allocation de l'hélicoptère. Moi, je me souviens d'un débat que nous avons eu tous les deux, Monsieur le Président, lors des incendies des Monts d'Arrée, sur France 3, Bretagne, à Saint-Rivoal, où j'évoquais déjà cette position de dire que ce n'était pas le rôle des conseils départementaux de financer des moyens de sécurité civile nationale. Et vous étiez d'accord avec moi. Et puis, j'ai repris aussi un rapport de 2023 d'un sénateur qui s'appelle Jean-Pierre Vogel, que vous connaissez peut-être, il fait partie de la famille des Républicains, et qui évoque justement la situation du financement par les départements de location de bombardiers d'eau avec des hélicoptères. Et il évoque que cela représente un risque fort que l'État se désengage sur les SDIS en réduisant son investissement dans les moyens de lutte contre les incendies. Voilà la réalité. On ne peut pas dénoncer le désengagement de l'État alors qu'on dépense beaucoup d'argent pour le compte de l'État déjà dans ce département et en plus venir louer avec l'État des moyens de lutte contre les incendies. L'État doit seul, sur son seul budget, financer la lutte contre les incendies avec des moyens exceptionnels qui sont à réfléchir, non pas à l'échelle départementale, mais à l'échelle beaucoup plus globale, peut-être même à l'échelle régionale. Encore perdant à l'habituel concours des circonstances des remaniements ministériels, je note votre envie de devenir ministre du Finistère. Tout ce qui s'y passe doit impérativement s'animer et se résoudre sous votre seule autorité. Compétent ou pas, où Maël passe, la clarté et la cohérence des compétences trépassent. Alors vous haussez le ton vis-à-vis de l'État, quand il y a quelques années, avec les mêmes incohérences, vous faisiez profil bas. Peut-être était-ce pour dorer votre CV, voire vous permettre d'accéder au bureau ministériel pour glaner ici ou là des crédits non reconductibles ou des visites en Finistère de certains ministres. Mais je vous rejoins et je vous propose même, Monsieur le Président, un peu à titre de provocation, d'installer un compteur sur la façade de notre maison départementale indiquant « Ici, l'État nous doit des millions d'euros ». On pourrait l'augmenter de 3 millions d'euros chaque semaine, car ce n'est pas moins de 150 millions d'euros qui nous sont dus chaque année par l'État en Finistère, sur le RSA, sur la protection de l'enfance et sur le Ségur. Dans votre combat contre l'État, installons ce totem ou ce compteur devant la maison départementale pour justement présenter à toutes les personnes qui passent devant l'incohérence de l'État. Avant de terminer sur la situation du médico-social et notre séance du jour, je voulais partager ici un étonnement supplémentaire. Il est d'usage que, à l'échelle nationale, la commission des finances de l'Assemblée nationale soit présidée par un membre de l'opposition afin d'être garant des bonnes finances publiques. Parlementaire, le ou la député qui préside cette commission fabrique la loi, mais contrôle également l'action du gouvernement. Qui était président de cette commission des finances de 2017 à 2022 ? Éric Woerth, dont chacun se questionnera de savoir s'il est dans ou en dehors de la Macronie, donc opposant ou soutien au gouvernement successif du président de la République. N'a-t-il rien vu ? Qu'a-t-il fait pour contrôler l'action de Bercy ? Mais en y regardant bien, notamment les propositions qu'il a proposées l'année dernière dans le rapport qui lui a été commandé par le président de la République, n'est-il pas aussi complice d'organiser la défaillance des finances publiques et plus précisément une volonté un peu perverse de détruire les budgets des départements ? Puisque dans ses propositions, il voulait nous enlever une partie des droits de mutation à titre onéreux, des DMTO, qui aujourd'hui, quand ils se réduisent, viennent accentuer l'effet ciseau qu'on en évoque. Et il était en charge de la commission des finances à l'Assemblée nationale et de contrôler Bercy. Moi, je pense qu'il y a une vraie recherche de dégradation des budgets des départements à l'échelle nationale. L'année prochaine, 85% des départements de France vont se retrouver dans une impasse budgétaire, et nous en ferons partie. 85% des départements.
Déjà cette année, les départements subissent 6 milliards de pertes sèches sur nos recettes, alors que nous assumons 17 milliards de dépenses au nom de l'État. Mais nous, contrairement à l'État, nous dépensons seulement l'argent que nous avons. Pourquoi ces gouvernements de droite en veulent tant aux départements? La question mérite d'être posée et la responsabilité de cette mauvaise gestion nationale doit être étudiée. Je l'évoquais, journée mondiale du refus de la misère ce jeudi. Et notre département fait-il exception? À la lecture de l'ordre du jour de cette séance, on pourrait le penser, puisqu'hormis un vœu sur le médico-social, dont les 3 groupes d'opposition déposeront un amendement pour chercher la concorde et l'unanimité politique, aucune délibération pour apporter de nouvelles réponses aux bascules dans la précarité. Pour une commission qui représente 60-70% du 1,3 milliard d'euros au budget, c'est un peu léger. Enfin, comme je l'évoquais, un sujet de préoccupation majeure pour le secteur du médico-social dans le Finistère, c'est le PSE chez Don Bosco, et une forte inquiétude de tous les acteurs du médico-social dans notre département. À lire vos courriers, à lire vos réactions, en prenant parfois quelques libertés vis-à-vis de la vérité, on pourrait presque croire qu'il n'y a pas de responsabilité du Conseil départemental dans l'accélération de la fragilité de ces dispositifs. Or, c'est bien le Conseil départemental, sous votre impulsion, qui a réformé les modalités d'intervention dans le champ de l'insertion, via un appel à projets annuel auquel les structures doivent répondre pour bénéficier de crédits départementaux. Ces appels à projets sont des poisons pour les structures associatives, car la mise en concurrence permanente entre les acteurs et l'impossibilité de projection pluriannuelle sur des ressources empêchent la pérennité de dispositifs efficaces et la sécurité d'une masse salariale. Vous effectuez à l'envi des comparaisons budgétaires entre 2015 et 2021, puis entre 2022 et 2024, en comparant des grandes masses budgétaires. Cependant, personne n'est dupe. 1 euro de 2024 n'a pas la même valeur ni le même poids qu'un euro de 2015 et de 2017. D'une inflation moyenne inférieure à 2% entre 2015 et 2021, c'est désormais plutôt proche des 5-6% en moyenne depuis 2022. Lorsque, sur la situation de Don Bosco, entre 2021 et 2015 et 2021, 4,5 millions d'euros en plus ont été attribués, c'est également 4,5 millions d'euros qui ont été attribués en plus entre 2022 et 2024, mais en intégrant les primes Ségur et une augmentation des dépenses d'énergie très significative depuis 2 ans. Permettez-moi de douter très sérieusement de ces comparaisons financières si elles ne sont pas faites en intégrant l'inflation et le contexte budgétaire national en constante dégradation depuis des années. J'ai évoqué le pacte de Cahors. Imposez-vous le même pacte de Cahors pour voir et pour analyser la hausse des dépenses que vous faites sur le médico-social. De plus, les sommes évoquées sont à manipuler avec prudence sur ces dernières années puisque certains acteurs, dont Don Bosco, arrêtent des dispositifs. Donc, ils rendent ou ils restituent de l'argent au Conseil départemental. Ceci doit être intégré sur le volume 2024 et dans la préparation du budget 2025. Vous avez parlé du passé très souvent, mais n'oublions pas que dès décembre 2021, je vous ai demandé dans cette salle, Monsieur le Président, de positionner le Conseil départemental en médiateur du Ségur en Finistère pour coordonner son application et appeler à davantage de recettes nationales. Vous avez balayé cette proposition d'un revers de main, alors que cela aurait été fort utile actuellement. Cela aurait peut-être contribué à la mobilisation nationale pour un financement national des primes Ségur, dont le ministre des Comptes publics vient d'annoncer cette semaine que le Ségur de la santé n'avait pas été financé. Et on reconduit le même personnel politique dans les ministères, cela frôle l'amateurisme. En juin 2022, nous vous demandions la mise en place d'une mission d'information et d'évaluation sur la situation des EHPAD en Finistère, pour évaluer l'offre, pour évaluer la qualité auprès des usagers et analyser les conditions de travail des professionnels. Refus catégorique de votre part, empêchant d'avoir une analyse collective, objective et éclairante de la situation. Éclairer les décideurs est essentiel. Je l'évoquais cette semaine lors de la conférence sur le médico-social à Plébin. Pour pouvoir tourner le thermostat des politiques sociales au bon niveau, il faut un thermomètre qui fonctionne. La réinstallation de l'Observatoire départemental de la protection de l'enfance très rapidement est indispensable, tout comme les autres observatoires, comme sur l'habitat par exemple. La sécurisation des financements à la DEPA par exemple, agence qui fait des rapports de prospectif et qui éclaire les choix politiques, est également à prendre en considération. Plus globalement,
La préoccupation n'est finalement pas de savoir ce qui a été fait, mal fait, bien fait par le passé. C'est de savoir quelle approche le Conseil départemental entend avoir pour l'avenir. Quel modèle des politiques de solidarité entendez-vous conduire, vous qui assumez, et assumiez encore lors de la dernière séance plénière, ne pas vouloir fixer de cap et d'objectifs pour le Finistère? On peut se réjouir d'une conférence départementale du médico-social, qu'elle se tienne avec l'ARS et le Conseil départemental. C'était une attente des acteurs à laquelle vous accédez. Je serai particulièrement attentif que cette conférence ne soit pas le nouveau comité de pilotage annuel État-département, après les COPIL Mondaré en 2022, les COPIL Ciaran en 2023, le COPIL médico-social en 2024. Les acteurs ne sont pas dupes, ils attendent des actes. Vous pourrez à loisir écrire et communiquer sur la situation passée en oubliant de rappeler, surtout que vous siégez ici depuis près de 10 ans et que votre positionnement était bien timide entre 2015 et 2021, surtout quand vous appeliez à la baisse de la masse salariale. Vous évoquez dans votre discours d'introduction que la décence, nous devrions avoir la décence de nous taire. Mais vous ne vous taisiez pas par décence, mais par absence, puisque vous siégiez rarement dans les commissions thématiques. L'urgence, c'est de préserver ce modèle singulier du médico-social, reposant sur l'économie sociale et solidaire, avec des associations et des fondations nombreuses et pertinentes en Finistère. Vouloir préserver ce modèle, c'est avant tout éviter toute mise en concurrence. Et je vous propose de prendre l'engagement ferme de ne pas encourager et de ne pas soutenir des acteurs privés lucratifs dans le champ des politiques départementales en Finistère. Cela serait un engagement fort pour rassurer tous les professionnels et pour conforter un modèle finistérien qui traverse une crise conjoncturelle et structurelle. Rassurer les professionnels d'aujourd'hui, donner des gages d'un soutien et d'une pérennité du modèle, c'est aussi préparer l'avenir et éviter une crise de vocation qui bouleverserait davantage les recrutements dans les prochaines années. C'est une chance que se soient construites ces grandes associations en Finistère, par des parents, par des bénévoles dont l'objectif premier était d'apporter des solutions aux bénéficiaires. C'est une démarche d'engagement social et sociétal qui se fait rare aujourd'hui, tant des acteurs privés lucratifs nationaux viennent ou souhaitent venir capter des parts de marché dans le champ de la dépendance, de l'accompagnement à domicile ou du social en général. Ne pas subir était la devise que vous prononciez lors de votre élection de président du conseil départemental. Ne subissons pas le poids majeur de ces groupes économiques qui s'intéressent davantage à faire tourner leur modèle lucratif, orienté rentabilité, plutôt que d'être en appui des services publics universels et solidaires. Je vous remercie.